Salut tout le monde, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, au printemps j'ai testé de nouvelles variétés de maïs, les variétés M-Cube de chez Pionnier, variétés qui promettent plusieurs avantages, une résistance à la sécheresse importante, mais principalement une meilleure digestibilité du grain, et corrélée à cette meilleure digestibilité du grain, une possibilité de récolter le maïs un petit peu plus tard en optimisant le rendement. Donc voilà, là on est en décembre, le maïs il est récolté depuis bien longtemps. Il est là dans le silo et on a reçu les résultats d'analyse, donc on a fait des analyses. Donc c'est le thème de la vidéo, de cette vidéo, c'est qu'est-ce que ça a donné ces nouveaux maïs. Et ben c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je rappelle, la saison a été un petit peu compliquée pour les maïs avec une saison très sèche. Donc le maïs il a été irrigué mais dans des conditions limitantes. Je vais vous remettre les images de l'irrigation. Dans des conditions limitantes avec une parcelle hétérogène, avec des zones de bonne terre et des zones de mauvaise terre. Et il a été récolté donc vers le 17 septembre, sauf que les 14 et 15 septembre il a fait plus de 32 degrés. Et donc le maïs a énormément séché sur septembre. Il a été récolté un petit peu trop sec. Voilà, ça c'est de ma faute. Il a été récolté sec par contre. Du coup, comme il a été récolté sec, je l'ai fait hacher finement. Et comme on peut voir, voilà, le grain, il est quand même bien éclaté. Du maïs, c'était la variété Pionnier P8666 comparée à une autre variété qui est une très bonne variété du semencier KWS qui s'appelle Rudolfinho. Aujourd'hui, ce mélange de deux variétés représente à peu près les 2/3 de la ration des vaches. Et comme on peut le voir dans les refus, forcément, quelqu'un ce matin qui m'a laissé une bâche dans l'ensilage, on va la ranger. Comme on peut le voir dans les refus, le maïs représente 2/3, l'herbe représente à peu près 1/3. Et dans les refus, il reste quand même pas mal d'herbe, ce qui signifie que les vaches, en fait, elles aiment bien manger le maïs. Le matin, il reste quasiment que de l'herbe dans les refus. Je vais ranger ça. Hein. Et donc pour vous illustrer, j'ai gardé 2 épis en fait, pour vous illustrer la différence qu'il y a entre les maïs cornés dentés et les maïs dentés farineux. C'est au niveau du grain. Alors les maïs dentés farineux, vous voyez, ils sont quasiment tous... En fait, il n'y a quasiment pas d'enveloppe dure, de grain vitreux. Et en fait, tout ce qui est blanc, c'est ce qui est très facile à digérer, notamment en début de tas. Contrairement au maïs corné denté, où on a une épaisseur, vous voyez ce qui est vitreux, ce qui est orange vitreux, une épaisseur de maïs vitreux beaucoup plus importante. Et ce maïs vitreux, il est très difficile à digérer pour les vaches. Je vous aurais pas ces images-là. Parce que moi, j'étais au tas d'ensilage en train de tasser, j'étais en train de faire ça toute la journée. Ok, alors pour mesurer l'hétérogénéité de la parcelle, il y avait des images satellites qui avaient été prises pour mesurer un petit peu la biomasse présente dans le champ. Donc ces images datent du 11 août 2020. Et on voit clairement des zones de très bonne terre où le potentiel du maïs il est pas du tout touché, il est à son maximum, donc c'est la bande à droite. Et après, on voit quand même des zones très séchantes qui avaient déjà souffert énormément le 11 août. Et c'est confirmé à peu près à la même époque. J'avais pris des vidéos avec le drone et on voit quand même une hétérogénéité dans la parcelle qui est assez phénoménale. Donc ça montre que voilà, on était dans une parcelle qui nécessitait d'avoir
deux prises de mesure différentes, l'une dans la zone verte et l'autre dans la zone orange. Ensuite, on passe au rendement hectare. En fait, donc du coup, dans les zones de très bonne terre, les deux variétés, que ce soit le 86-66 ou le Rudolfinho, étaient des très très bons maïs, à plus de 18 tonnes de matière sèche par hectare. Clairement, chez nous, c'est très très bon, hein. Et par contre, même si le maïs était arrosé, on voit que dans les zones à faible potentiel, le rendement chute énormément. Il y a 6 tonnes de matière sèche d'écart. Un léger avantage au Rudolfinho, donc dans la bonne terre, un léger avantage au 86-66 dans les zones séchantes. Ensuite, on va analyser la quantité d'amidon. Donc, c'est un petit peu pareil, léger avantage au Rudolfinho dans la zone de très bonne terre. Alors, et le 86-66, on est sur des maïs qui sont très très bons en amidon dans la bonne terre. On est sur des taux d'amidon à 38% et 36%, c'est des maïs très très riches en amidon, donc pas de souci dans la bonne terre. Par contre, il y a une différence assez significative dans les terres séchantes, où malgré un rendement qui est assez équivalent, on avait le Rudolfinho qui était à 22% d'amidon, donc c'est vraiment trop faible là-dessus, et le 86-66 qui s'était bien tenu, et même malgré un rendement assez faible de 11 tonnes de matière sèche par hectare, on a quand même un maïs à 32% d'amidon, donc un maïs qui est utilisable pour les vaches. Ça montre quoi? Ça montre que la fécondation, en fait, elle s'est mieux passée pour le 86-66 que pour le Rudolfinho. Clairement, les épis étaient beaucoup plus remplis chez le pionnier. Chose intéressante derrière, on va analyser la digestibilité de l'amidon. Parce qu'en début de tas, juste après la période d'ensilage, l'amidon il est assez peu digestible. C'est une des grandes forces des dentés farineux. Et donc là, clairement, ça se voit très nettement sur le papier. La digestibilité de l'amidon est déjà à 71% et 69% chez le 86-66, alors qu'elle est qu'à 62% chez le Rudolfinho. Là-dessus, on a un net avantage en entrée farineuse. À noter qu'en fin de tas, au bout de plusieurs mois de fermentation, ces différences s'amenuisent, les deux sont particulièrement digestibles, mais en début de tas, juste après le chantier, c'est très important. Ce qui fait que on arrive sur une quantité d'énergie par hectare qui est assez équivalente entre les deux variétés sur la bonne terre, autour de 4 tonnes 2, 4 tonnes 3, 4 tonnes 6 d'amidon digestible par hectare dans les bonnes terres. Et dans les mauvaises terres, dans la parcelle, dans les zones séchantes en fait, il y a une différence qui est de plus d'une tonne d'amidon digestible par hectare. Et ça, c'est une vraie différence qui note la rusticité du 86-66 dans les conditions séchantes. Et ça montre voilà, l'intérêt de cette variété-là et le moment où je vous perds et vous vous dites mais c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais l'alimentation des vaches. Est-ce que les dentés farineux de chez Pioneer, les M-Cube, tiennent leurs promesses? On l'a vu en très bonnes conditions, irrigués sur terrain voilà, avec une bonne réserve utile. Ils sont au même niveau que les meilleurs. Ils ne sont pas supérieurs ou quoi. Juste l'idée de la digestibilité supérieure de l'amidon peut être intéressante à étudier. Mais chez nous, on est en zone séchante. On est en zone où même l'irrigation chez moi, elle est limitante parce qu'on se partage le puits et que c'est un tour toutes les 3 semaines. Quand on est en pleine canicule, ça ne suffit pas. Et donc dans ce cadre-là, c'est des maïs que je vais continuer d'utiliser parce que même si le rendement il est inférieur par rapport à une bonne terre, c'est un maïs qui reste de qualité avec un amidon qui reste présent. Là-dessus, on montre quand même la supériorité, donc l'intérêt de ces variétés. Et ensuite, donc pour l'an prochain, j'ai prévu d'en refaire donc, sur une parcelle séchante. A priori pas irriguée, mais je vais peut-être pouvoir, je sais pas, mais en tout cas elle est très séchante, il y a des cailloux partout là-dedans. Donc je vais en refaire là-dessus. Et je prévoirai cette parcelle-là pour la fin de chantier. La fin de chantier, pourquoi? Parce que en fin de chantier, on se retrouve en tout début de silo.
Et en tout début de silo, voilà, c'est quand on va attaquer le maïs, il aura que quelques semaines de fermentation, voire quelques, voilà, a priori, soit il sera attaqué tout de suite, soit il aura que quelques semaines de fermentation. Donc le fait de pouvoir avoir un amidon rapidement digestible pour les vaches, c'est clairement un avantage en début de silo. Donc voilà, c'est là où clairement je trouve que c'est intéressant d'utiliser ces variétés pour la résistance à la sécheresse et son côté digestible, quoi. Donc c'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Moi je remercie Pionnier pour m'avoir accompagné dans la démarche et fait ça de manière tout à fait transparente en face et mettant en face pas une variété bas de gamme mais une variété plutôt haut de gamme, qui est une des références actuelles dans le paysage français. Et voilà, c'était le but de cette vidéo, de dire si ça marche on le dit, si ça foire on le dit, si c'est équivalent on le dit, mais en tout cas on mesure, on fait, on regarde. Et zootechniquement et agronomiquement pour moi c'était très intéressant, parce que ça fait avancer les choses, parce qu'on a besoin de variétés de maïs qui sont adaptées à nos terroirs. Ici, en sud de l'Eure, c'est pas du tout la même zone que dans le milieu de la Mayenne où il y a plus de pluviométrie. Donc, donc voilà, et c'est des maïs qui sont plutôt adaptés à nos terroirs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de me suivre régulièrement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!